Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par Cerma Technologies. Donc, je suis Florie Bousquet, je suis responsable de la communication du groupe Cerma et je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc, dans ce contexte de pénurie mondiale de composants électroniques, l'ensemble des acteurs industriels fait appel au marché des brokers et la traçabilité de ces composants achetés sur ce marché n'est pas toujours claire. Donc, durant ce webinaire, Philippe Barré, qui est un expert métier contrôle de l'eau, vous présentera le marché des brokers et les solutions proposées par Cerma Technologies. Il sera accompagné de Christophe Aigneret, ingénieur commercial, et de Bertrand Ardouin, directeur de la Business Unit de tests électriques. Vous pourrez poser vos questions en direct via le chat ou dans l'onglet questions. On organisera à la fin de ce webinaire une session de questions-réponses et si on ne répond pas à toutes les questions durant le webinaire, on vous répondra par retour de mail. Donc, ce webinaire sera consultable en replay, il est enregistré et je laisse maintenant la parole à Christophe. Merci Florie. Donc, bonjour, je suis à toutes et à tous. Je suis Christophe Aigneret, ingénieur commercial au sein de Cerma Technologies. Je vais vous présenter rapidement le groupe Cerma. Donc, notre mission, comme vous le voyez, Secure Your Future. Donc, sécuriser et fiabiliser vos produits et voilà. Très bien. Donc, mission, donc, sécuriser et fiabiliser vos systèmes électroniques d'information et de puissance. Cerma est un acteur indépendant, européen, français, européen, mondial, multisectoriel, et qui accompagne évidemment les industriels sur tout le cycle en V de conception, de cycle en vie, de cycle de vie de produits, de vos produits et services. Quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, Cerma, c'est 1200 ingénieurs et techniciens. 20 sites en France, plus de 15 000 m² de laboratoires, de zones de production, de salles blanches, de plateaux d'essai, 50 millions d'euros de moyens industriels. Et vous le voyez aujourd'hui, une prévision de chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, après pas une décroissance, mais un ralentissement de la croissance de 2020 liée au Covid. Notre avantage, notre force, notre atout pour nos clients, c'est notre positionnement multisectoriel. Partout où il y a de l'électronique, partout où il y a de l'information, partout où il y a de la puissance, nous sommes présents avec des projets aussi de R&D, une vingtaine de projets de R&D. Nous avons nos 5 domaines d'activité stratégiques. Voilà, les 5 domaines d'activité stratégiques, une offre complète. Autour de notre 5 domaines d'activité stratégique, nous avons la Cerma Safety and Security, la sûreté et la cybersécurité des systèmes, qui est un interlocuteur unique pour la sécurité des produits et des systèmes autour de la cybersécurité, de la sûreté de fonctionnement et notre SST, notre laboratoire d'expertise d'évaluation sécuritaire. Aussi, Cerma Ingénierie, l'ingénierie des systèmes embarqués, donc expertise en ingénierie électronique autour du numérique, de l'analogique, des FPGA, de la radiofréquence, des tests, de la prestation de services pour l'ingénierie électronique, mais aussi du développement de cartes et de calculateurs. De la production avec des partenaires privilégiés, de l'intégration du test et de la réparation, ce qu'on appelle du MCO, maintien en condition opérationnelle, autour des services support et du management de l'obsolescence. Nous avons la partie Cerma microélectronique. La microélectronique, donc, ce sont des solutions pour la microélectronique dans un environnement contraint, environnement spécifique contraint, avec des bureaux d'études, plus de 1000 m² de salle blanche pour la production. Alors, nous faisons dans la microélectronique de la conception, de la hybride, de l'application spécifique pour tout ce qui est haute température, radiation. La production et l'assemblage, des wafers, des procédés spéciaux, des voitures optiques. On produit environ 20 millions de pièces par an, principalement des ASIC, et on fait du test, du screening, la caractérisation électrique et du test en production. La partie énergie, Cerma Énergie, donc c'est du service d'accompagnement vers l'industrialisation des produits de l'énergie, avec notre plateforme d'essai et d'expertise, 6 000 m² en tout, dédiée à l'énergie, 250 voies de tests électriques, avec des bancs mécaniques au son, jusqu'à une puissance de 2 MW, sur lesquels on vient performer des essais de fiabilité, de qualification, de performance et de tests électriques, des tests abusifs, tout ce qui est autour des batteries, entre autres. Du conseil de l'expertise, tout ce qui est analyse de défaillance, analyse technologique, des batteries, des cellules et des moyens de test, la conception de moyens de test. Et la partie Cerma Technologies. Donc, la partie Cerma Technologies, c'est plutôt les technologues du groupe, la maîtrise des technologies électroniques, tout ce qui est matériaux, composants, cartes et systèmes, autour de nos 5 laboratoires, un peu plus de 7000 m² de laboratoire, 8000 analyses par an,
plus de 700 clients. Expertise électrique en essai d'environnement, tout ce qui est test électrique de composants, analogique, numérique, radiofréquence, puissance, la partie des qualifications, fiabilité, endurance, expertise physique, évidemment, avec nos laboratoires d'expertise, physique et électrochimique, donc contrôle de l'eau, mais ça, Philippe en parlera plus tard, la caractérisation de surface aussi avec Sciences et Surface, et les essais abusifs sur batterie. Et pour finir, le conseil technologique et formation, donc tout ce qui est audit, gestion de l'obsolescence, la fiabilité des systèmes, les recherches des causes racines, les résolutions de problématiques, et les formations. Donc la formation. Voilà. Notre catalogue formation sont nos métiers, hein, tout ce qui est évidemment autour des audits, analyse de défaillance, dans tous nos métiers, que ce soit de la cybersécurité, de la sûreté de fonctionnement, de l'analyse physique, du test électrique, voilà, tout ce qui est obsolescence. Ce sont nos métiers. On peut faire de l'intra, on peut faire de l'inter-entreprise, du e-learning aujourd'hui. Avec la crise du Covid, nous sommes mis au e-learning et du sur-mesure parce qu'aujourd'hui, nos clients demandent avoir des formations sur mesure dédiées à leurs spécifications, leurs problématiques techniques. Je crois que c'est tout. Voilà, tout à fait. Donc, je vais passer la parole à Philippe Barré qui va vous parler du marché broker. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais présenter le marché broker tel que nous on le perçoit aujourd'hui au travers de tous les tests qu'on réalise. On est en période de pénurie, donc c'est effectivement le sujet de la présentation de ce webinaire. Nous on le perçoit pas comme un utilisateur, pas comme des utilisateurs de composants, mais comme des testeurs, et on est en relation directe avec les brokers. Donc on voit cette évolution. En 2017-2018, il y avait déjà eu une première pénurie qui touchait certains composants, donc c'était plutôt les passifs à l'époque. Donc on a vu passer beaucoup de composants qui étaient d'origine broker, qui n'étaient pas issus de la filière officielle. On voyait certains défauts, donc aujourd'hui c'est un petit peu différent. On a des défauts qui touchent des lots qui sont issus de différents types, en tout cas ce ne sont plus que des passifs, hein, il y a aussi des actifs qui sont touchés. Et ce qui se passe donc aujourd'hui, c'est que le marché français, mais européen, hein, puisqu'on se rend compte qu'on travaille aussi avec des utilisateurs d'électronique qui sont des pays limitrophes, hein, européens, allemands, anglais, italiens, espagnols, etc. Et on se rend compte que tous sont à la recherche de composants. Et donc globalement, l'Europe n'est plus devenue un marché prioritaire comparé au marché américain, mais surtout asiatique. Hein. C'est-à-dire que les productions massives se font effectivement en Asie et aujourd'hui, ils sont utilisés sur place. Hein. Donc les composants ont du mal à parvenir jusqu'à l'Europe. Donc nos clients, donc vous, les utilisateurs, sont devenus moins prioritaires en fait, hein, que les utilisateurs locaux proches des zones de production. Donc les composants sont passés, beaucoup de composants sont passés sous allocation. Donc les allocations, ce sont des rationnements entre guillemets, hein, des composants, avec surtout des périodes d'approvisionnement qui deviennent beaucoup plus longues. Hein. On entend parler d'approvisionnements qui peuvent durer 4 semaines, 10 semaines, 50 semaines. Hein. Donc ça peut être 1 an de durée d'approvisionnement. Donc forcément, quand vous avez besoin de composants pour produire, vous êtes coincé. D'où l'appel au marché des brokers qui apporte aujourd'hui une solution alors que j'ai qualifiée de partielle parce qu'en fait, il y a quand même des références qui sont très difficiles à trouver. Mais malgré tout, ils apportent ce service hein, d'approvisionnement hors filière officielle. Et donc, on va voir par la suite un petit peu d'où viennent ces pièces en fait. Hein. Donc, les brokers ont une vraie expertise. Hein, pour les connaître bien, je travaille avec un certain nombre de brokers. Je les ai très souvent au bout du fil ou par mail ou même en face, alors un peu moins en ce moment. Hein, je les vois moins, mais on communique beaucoup. Je vois qu'ils sont très occupés. Ils sont sollicités de toutes parts et par beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec eux. Donc c'est un petit peu le message que j'ai essayé de faire passer hein, durant ces quelques slides. En fait, aujourd'hui, la demande auprès des brokers a explosé, ils sont sollicités, ils ne peuvent pas toujours fournir, ou des fois c'est assez délicat. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément une bonne connaissance de ce marché,
d'où viennent en fait les composants qui sont issus des brokers, ou en tout cas, quel est plutôt le savoir-faire de ces brokers. Pour avoir travaillé depuis des années avec ces fournisseurs, leur expertise, en fait, c'est le choix leur fournisseur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire c'est le sourcing. Ils n'ont pas tous la même façon de travailler, ils n'ont pas tous le même réseau, quoique à un moment, on revient sur un réseau qui est mondial, hein, c'est-à-dire que je vais vous expliquer après qu'on peut voir le même lot affiché dans le catalogue de plusieurs brokers, parce qu'en fait, tout est mondialisé, hein, les stocks sont mondialisés, surtout sur les références qui sont difficiles à trouver. Hein, donc à un moment, ça devient le marché se restreint. Hein, on ne trouve pas facilement les références. Donc ils connaissent très bien leurs fournisseurs. Et il faut savoir que même si on passe par des fournisseurs intermédiaires qui sont américains, par exemple, l'origine, c'est les États-Unis. Donc, c'est l'Asie, même si ça passe par les États-Unis. Les brokers ont aussi un moyen de vérification de la fiabilité de leurs fournisseurs. C'est des organisations internationales ou continentales, hein, dans lesquelles ils vont mutualiser leur retour d'expérience. C'est-à-dire que ils vont, quand ils ont un problème sur un lot, ils vont le signaler. Donc, tel composant avec telle date code, on sait qu'il est susceptible de poser problème. Donc, ça peut être problème de contrefaçon, ça peut être aussi des problèmes de qualité, autres. Hein. Donc, ça fait partie de leur expertise également. Ils maîtrisent, ou en tout cas, ils mutualisent leurs résultats. Ils font ce qu'on appelle des blacklists. Hein, donc, il y a des fournisseurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les Asiatiques, hein, mais souvent, à la fin, on aboutit sur cette origine-là. Les fournisseurs certains sont blacklistés parce qu'ils ont revendu des composants qui ne sont pas de bonne qualité. Donc le broker, il sait évaluer l'origine le risque par rapport à l'origine de son stock. Effectivement, je sais que le même broker va accepter, suivant son client, suivant l'application, de prendre plus ou moins de risques en allant chercher des composants dans des zones plus ou moins connues. Donc ils savent que certains fournisseurs sont très fiables. Et effectivement, ça marche bien. Hein, quand ils me disent là, je suis sûr, effectivement, en général, il n'y a pas de problème. Et puis là, c'est moins sûr, voire c'est risqué. Donc effectivement, on a affaire à toute cette catégorie de composants. Et le broker sait évaluer ce risque. Hein, donc normalement, il est censé aussi le dire à son client final. Enfin, certains brokers font du contrôle premier niveau, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, et ça s'est généralisé. Hein, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins vrai. Beaucoup de brokers, en fait, ne faisaient pas de tests. Hein. Aujourd'hui, ils font eux-mêmes un premier contrôle, donc c'est tout ce qui est étiquetage, emballage, mais également ils vont faire un premier niveau de contrôle au niveau inspection visuelle. Hein. Donc eux-mêmes vont prélever des pièces, faire de l'inspection visuelle. Certains sont équipés de radiographie, hein, donc ils vont aussi tester la qualité de construction, ou en tout cas comparer, vérifier l'homogénéité des lots. Donc ça, c'est devenu le savoir-faire des brokers. Floyd, si tu veux bien changer de slide. Donc, effectivement, les brokers, dans le contexte actuel, sont très actifs et donc montrent leur nécessité. Florie, si tu veux bien. Voilà. Alors, d'où viennent les composants fournis par les brokers? En fait, il y a plusieurs origines. Hein. Donc, ça peut venir de stocks d'OEM, hein, c'est-à-dire des utilisateurs officiels des composants. Quand ils ont des excès de stock, hein, alors ce qui est peut-être moins le cas actuellement, hein, ils vont les proposer aux revendeurs, donc aux brokers. Donc là, ce sont des composants qui sont d'origine, qui ont été correctement stockés, et en général, il y a peu ou pas de problème hein, sur ces lots-là. Donc ça, ce sont les lots de composants issus des stocks EOM. Ils ont certains leur propre stock, hein, c'est-à-dire qu'une partie de leur activité, c'est de sélectionner et d'acheter du stock de composants. Alors ça peut être effectivement ce dont on vient de parler, mais d'autres stocks, hein, ça peut être d'autres brokers qui se débarrassent, ça peut être des fabricants, il y a plusieurs façons d'obtenir du stock. Donc en fait, ils stockent et ensuite ils classent et ils recherchent dans leur stock, leur propre stock quand ils ont des demandes de cotation. Une des possibilité qu'ont certains brokers, c'est de faire appel à la distribution officielle, mais en dehors du marché européen. Alors, il faut savoir que normalement, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que les brokers doivent, tous les clients potentiels doivent s'adresser au réseau officiel de distribution.
Certains brokers, par réseau, par connaissance, peuvent accéder au réseau, par exemple, asiatique, où vous allez avoir un choix plus large, souvent des prix plus bas. Hein, donc, ça, c'est du marketing. Hein, c'est les fabricants qui ont leur propre politique de vente. Et donc, effectivement, souvent, les composants vont être plus chers parce qu'il y a, entre autres, moins de volume sur l'Europe. Ils vont être plus chers en Europe et aussi moins disponibles parfois qu'en Asie. Donc, certains brokers vont se fournir en Asie et revendre sur le marché européen. Donc, ça, c'est très intéressant pour l'utilisateur. Hein, c'est source officielle, c'est bonne qualité. Et voilà, donc avec des prix qui sont parfois inférieurs au prix de l'origine officielle. Et ensuite, il y a la vitrine mondiale des composants, c'est-à-dire que là, c'est là où on va trouver un peu de tout. Vous allez trouver des composants de bonne qualité, des composants de beaucoup moins bonne qualité, voire de la contrefaçon, puisque je vais vous montrer que ça arrive assez fréquemment de trouver des problèmes de contrefaçon. Par exemple, un lot qui est disponible chez un broker peut être visible sur plusieurs stocks de brokers, parce qu'en fait, certains récupèrent entre eux les stocks des autres pour les afficher. Donc, en fait, c'est un marché qui devient mondial et qui se répète en fait au niveau des disponibilités. Et parfois, si vous voyez deux stocks de quantité équivalente d'une même référence, si vous le commandez à un broker, il peut disparaître aussi de la vitrine de l'autre broker en même temps. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir quand on s'adresse au broker. Les composants obsolètes. Alors c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur les composants obsolètes. C'est notre activité concernant les pièces issues des brokers, notre activité normale hors période de pénurie. Donc en fait, c'est les mêmes origines. C'est les stocks OEM, les stocks propres et toute origine. Donc les vitrines mondiales qui peuvent se présenter, que vous pouvez trouver même vous-même directement sur le web. Vous avez des vitrines qui sont facilement accessibles. Vous allez trouver beaucoup de références, mais ça devient très délicat. Il faut vraiment choisir l'endroit et le fournisseur. Et voilà. Donc il faut être très prudent quand on fait ce genre d'achat. Alors, donc les brokers peuvent vous approvisionner, mais actuellement, alors c'est vrai en temps normal, mais actuellement c'est encore plus vrai. Certains composants deviennent très difficiles à trouver, donc il y a de la demande, il y a de la pénurie, et les cours flambent. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous communiquez, quand vous faites une demande de cotation à plusieurs fournisseurs, la demande, elle circule. Donc en fait, vous allez avoir la rareté qui va apparaître, mais en même temps les prix qui vont monter. Donc vous pouvez vous retrouver avec des composants qui ont des prix multipliés par 10, par 20 ou par 30 en cette période de pénurie. Du fait de cette tension, on a une qualité qui n'est pas régulière. En dehors des prix qui montent, la qualité, elle devient beaucoup moins sûre parce qu'en fait, l'origine des pièces, elle est beaucoup plus variée et c'est là qu'on peut faire appel à des marchés un peu plus obscurs, dont la contrefaçon. Il faut savoir que quand vous faites appel à un broker et qu'il vous donne une cotation, ça concerne un lot qu'il a trouvé chez un confrère ou au bout du monde, mais il faut savoir qu'il faut réagir vite parce qu'en fait, surtout en cette période, les lots peuvent très vite disparaître. Très souvent, moi je le vois de manière en cascade, c'est-à-dire qu'on me demande le prix d'un test d'un lot de composants, et puis en fait, au moment de recevoir le lot, le broker ou le client me dit non, c'est pas la peine, puisqu'en fait le lot il a déjà été vendu, il a disparu des stocks. Donc en fait, c'est une histoire en 24 heures, il peut se passer pas mal de choses sur les stocks de composants. S'il te plaît, oui. Alors, le problème en fait chez les brokers, donc on a parlé de leur efficacité, de leur expertise, mais c'est aussi le problème que les origines ne sont pas connues et il y a souvent une traçabilité qui est toute relative. Nous, ce qu'on voit arriver très fréquemment, en fait, ce sont des lots qui ne sont pas homogènes. Alors là, je parle des pièces qui sont soit obsolètes, soit sur des références qui sont difficiles à trouver. Donc, on se retrouve avec des lots inhomogènes. Alors, les lots inhomogènes, en général, ça veut dire de date code ou de code de fabrication différents. Ça veut dire aussi de fabrication différente. Il peut y avoir des évolutions, donc on peut se retrouver avec une même référence et avec des constructions qui sont différentes. Donc ça, en fait, c'est effectivement un des points qu'on va rechercher lorsqu'on fait du test. Très souvent, on est confronté à des problèmes dus au stockage ou au mauvais conditionnement ou aux manipulations.
Donc en fait, les pièces qui viennent de stocks non identifiés, hein, qui viennent du bout du monde, ont pu passer entre différentes mains de brokers, hein, ou d'utilisateurs, et au bout du compte, on peut se retrouver assez souvent avec des anomalies qui sont liées aux manipulations. Et en fait, on rencontre, et vous allez voir que c'est assez fréquent finalement, des problèmes de fraude, hein, c'est-à-dire de contrefaçon. Et c'est quelque chose, donc je vais vous montrer un petit peu les résultats. Si tu veux bien changer de slide. Alors oui, d'abord je vais vous présenter un petit peu les problèmes. Alors ça, c'est quelque chose de très générique, hein. C'est des choses qu'on voit de manière assez fréquente. Donc on va rencontrer des problèmes de construction. Donc c'est les deux exemples que vous avez sur la gauche de l'image. Vous avez un problème, par exemple, de construction d'un circuit avec des problèmes d'attache, enfin d'attache de puce interne. Des problèmes de construction sur des condensateurs céramiques, hein, c'est les petites chips que vous voyez sur la gauche. Donc vous avez une microsection qui est présentée en dessous, où on voit qu'il y a un défaut, hein, dans la fabrication. Ensuite, vous avez en haut un exemple de corrosion. Donc c'est des phénomènes qui sont courants si les conditions de stockage ne sont pas bien respectées. Là, par exemple, vous avez une sulfurisation au niveau de la broche, hein, c'est-à-dire que vous avez, en réaction à l'atmosphère ambiante, hein, qui contient du soufre par endroit, hein, dans les zones polluées, par exemple, ou dans les emballages, hein, pour avoir des rejets de soufre, vous allez avoir une réaction entre les composants intérieurs, l'argent en général, et le soufre, hein, donc avec ces petites corrosions. Quand elles sont peu limitées, bon, ça peut être un problème mineur, hein, mais on peut aller jusqu'à des problèmes de câblage, hein, donc de report sur la carte, voire des problèmes de non-fonctionnalité. Des problèmes de broche tordue, c'est ce que vous avez en dessous, donc ça c'est très très fréquent. Et ensuite à droite, vous avez deux exemples de contrefaçon. Alors en haut, c'est tout simplement détecté par un dimensionnel qui n'est pas conforme, hein. Donc c'est une copie de composant, mais on voit une différence au niveau du dimensionnel. Et en bas, vous avez un exemple, alors je ne sais pas si c'est trop visible sur l'image, vous avez un exemple de... alors nous, on parle de falsification, c'est du remarquage de composants. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fréquent dans les défauts, dans les pratiques frauduleuses, c'est un effacement du marquage d'origine du composant et un deuxième marquage qui est celui que le contrefacteur veut faire apparaître. Donc c'est parfois simplement pour homogénéiser la période de fabrication, donc on marque un code de date qui est identique, alors que les composants ont été fabriqués sur une différente période. Mais après, ça peut aller très loin. Vous pouvez avoir des mémoires qui n'ont pas les bonnes caractéristiques, vous pouvez avoir des processeurs qui n'ont pas les bonnes vitesses, etc. Voire parfois des lots où il n'y a pas du tout le bon composant à l'intérieur du boîtier. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on rencontre. Je vais vous montrer là, par la suite, hein, des résultats, en tout cas ce qu'on voit passer actuellement. Alors, juste rapidement, donc je ne vais pas refaire la présentation de CERMA, hein, juste pour vous dire qu'en fait, le laboratoire étant ancien, hein, donc il a été créé, l'origine du labo, hein, date de 86, à l'époque du démarrage, hein, des PC, hein, donc je parle du grand fabricant de l'époque, hein, je crois que je peux le citer, tout le monde le connaît, c'est IBM, hein, on a démarré avec eux. Ils avaient dans la région, ils avaient un gros laboratoire qui était leur assurance qualité sur les composants qu'ils utilisaient. On a au sein du labo qui comporte plus de 45 personnes, hein, donc c'est un gros laboratoire, on a une équipe qui travaille spécifiquement sur le contrôle des pièces venant de brokers. Bien sûr, il y a d'autres activités, mais enfin, c'est quand même, on est vraiment formé et formaté pour faire ce genre de test. On a accès, bien sûr, aux moyens du laboratoire, hein, qui sont complets. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur les moyens du laboratoire. On a mis en place une base de données qui est très large, c'est-à-dire qu'on a récupéré depuis une quinzaine d'années, malheureusement avant que, moi je dirais une vingtaine d'années, avant le numérique, hein, on a perdu des infos, hein, on a pu récupérer tout ce qui est tout ce qui a été fait en numérique, donc images et rapports. Donc on a une base de données qu'on consulte, hein. Quand on a un composant en test, on va regarder si on l'a déjà testé il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a les photos des puces, on a les marquages, donc on sait comparer. Ça, c'est un élément qui est vraiment très intéressant. Et ensuite, dans des cas particuliers, quand on n'a pas forcément la réponse précise, on a accès à tous les experts de CERMA Technologies, hein, voire CERMA Group, qui sont, voilà, on a des spécialistes dans tous les domaines. Donc, si c'est un capteur particulier, un condensateur avec des caractéristiques particulières, on peut aller voir quels sont les points faibles et qu'est-ce qu'il faut aller voir en particulier sur ce composant.
Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit passer. Alors, je vais vous expliquer ces chiffres qui paraissent importants, mais globalement, donc on teste beaucoup de lots de composants tous les ans. Là, en 2019, on devait être à peu près à 800 tests, donc on voit passer beaucoup de composants. Sur ces 800 tests de composants, on a quand même trouvé plus de 20% de lots qui présentaient un défaut. Pas forcément un défaut majeur, donc défaut parfois mineur. Ce qui aboutit finalement au fait qu'on ne rejette que effectivement qu'à peu près 10% des lots. C'est-à-dire que sur 10 lots reçus, on en rejette un, ce qui est quand même une part importante des lots qu'on teste. Et alors, pourquoi on arrive à baisser autant les rejets? C'est parce qu'en fait, on propose aussi ce qu'on ne faisait pas avant, du reconditionnement. Je vais vous présenter rapidement après ce qu'on peut faire sur les composants. Et alors, sur ces 10% qu'on rejette, on avait en 2019 à peu près la moitié des composants ou des lots qui étaient rejetés pour des problèmes de contrefaçon ou de falsification de marquage qui rentrent dans le même type de défaut. Sur la période plus récente, donc depuis le premier confinement l'année dernière, alors, bien sûr, ça n'a pas été immédiat, mais en particulier cet été, j'ai remarqué, alors sans faire de statistiques, ça je les ai fait toutes récemment, j'ai remarqué, en voyant les résultats des rapports, qu'il y avait une dégradation. Alors, d'ailleurs, que je n'avais pas évalué. Globalement, on a toujours le même taux de rejet, de défaut, à peu près 20%. L'eau finalement rejetée, à peu près le même taux, à peu près 8 à 10%. Par contre, ce qui a augmenté, c'est le nombre de lots rejetés pour des problèmes de contrefaçon. C'est-à-dire que, et ça, je pense que c'est lié à la difficulté de trouver les composants. C'est difficile de trouver, donc on va chercher vraiment tous azimuts. On prend plus de risques, en fait. Donc on a le taux de rejet pour contrefaçon qui a augmenté. Donc on est à près de 70%. Donc dans les 8% rejetés, 70%, 67% sont dus à des problèmes de contrefaçon. Alors, rapidement, par rapport à... Alors, bien que nous n'achetons pas, nous voyons passer beaucoup de pièces achetées chez les brokers. Un conseil, et je pense que alors, nos clients historiques le font, il faut sélectionner un nombre de fournisseurs assez faible. C'est quelques brokers qu'on connaît bien, avec qui on a des relations, dont on connaît la fiabilité. Et ça permet aussi de ne pas, quand vous faites une demande de cotation, de ne pas faire une demande tout azimut et en fait ne pas provoquer des augmentations de prix, voire inciter à faire de la contrefaçon quand il s'agit de références qui sont difficiles à trouver. Quand on vous propose un lot, il faut absolument demander les éléments de traçabilité. Donc parfois vous les avez, vous savez que ça vient de la distribution, même si c'est pas directement de la distribution, vous avez une traçabilité qui est acceptable. Et par contre, s'il y a une traçabilité qui est incomplète, il faut faire un minimum de contrôle. Alors, si vous avez les moyens, vous pouvez peut-être le faire chez vous, mais il faut pas acheter les yeux fermés quand il n'y a pas vraiment une traçabilité de ce que vous achetez. Alors, juste pour vous présenter ce qu'on fait tous les jours, on propose plusieurs niveaux de tests. Il y a des tests qui sont équivalents quasiment à ce que pourrait faire un broker. On fait un examen visuel, une radiographie. On vérifie les risques de remarquage, est-ce qu'il y a des défauts de stockage, de manipulation, et on vérifie l'homogénéité du lot, ce qui est un point important. On fait des tests beaucoup plus complets. Donc, on va vous parler après, par exemple, de screening. Donc, on peut aller jusqu'au screening, c'est-à-dire trier les composants, y compris sur des paramètres plus sévères que ceux qui sont donnés dans la datasheet. Donc, ça, c'est aussi notre métier. Mais là, on sort du contrôle d'entrée, là, c'est autre chose. On fait des tris, c'est-à-dire que si on trouve un défaut sur du test non destructif, c'est-à-dire du visuel, de la radio, de la microscopie acoustique, on peut faire des tris, ce qu'on fait très souvent. On va faire un tri sur le lot qu'on est en train de tester pour trouver les composants qui sont de bonne qualité. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait du reconditionnement. Alors, c'est pas vraiment notre métier, mais on est amené à le faire parce que nos clients, ils sont coincés, ils n'ont pas d'autre choix, le broker n'a pas d'autre solution, donc on peut faire du redressage de broches, on peut faire du réétamage, voilà. Il y a un certain nombre du nettoyage, des choses un peu basiques, mais qui permettent d'utiliser les composants, alors que, a priori, on leur rejette le lot. On pourrait ne pas les utiliser. Voilà nos services.
Par rapport à l'efficacité de ce que l'on fait, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, on fait des tests qui sont quand même pas poussés. Alors pourquoi ils sont pas poussés? C'est pas parce qu'on pourrait pas le faire, c'est parce que ça prend du temps, et ça coûte cher. Dans le cadre d'un contrôle d'entrée, on est obligé de faire un compromis sur l'étendue des tests. Mais on se rend compte avec le retour d'expérience que on a eu quelques cas de lots testés qui ont été rejetés, mais c'était plutôt au début de l'activité parce qu'on se faisait avoir sur certaines pratiques. Aujourd'hui, pour nous, un test même assez simple va éliminer plus de 99% des risques liés à ce type d'achat. Donc le cas de lots qui auraient été testés et qui sont effectivement défectueux, extrêmement rares, on les compte sur les doigts de la main, et pourtant on en a testé des milliers. Voilà, je pense que je vais passer la main à Christophe qui va vous présenter l'obsolescence. Oui, voilà. Alors l'obsolescence, c'est pas présenter l'obsolescence, c'est plutôt présenter les solutions qu'on peut avoir à travers ces problématiques de pénurie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'obsolescence des composants est quelque chose d'important. Vous avez à travers les systèmes électroniques, la durée de vie des produits qui est supérieure à celle des composants électroniques. Aujourd'hui, dans certains secteurs comme le militaire, le spatial, le ferroviaire, qui sont concernés par ces problématiques liées d'assurance qualité, d'obsolescence et de qualité de composants. Entre la conformité et la réglementation, l'environnement ROS, REACH, les licences d'exploitation telles que l'ITAR, c'est tout plein de contraintes autour du cycle de vie du produit. Et c'est vrai qu'on a une solution qui s'appelle l'obsogérance, à travers l'obsolescence, la prévention, la détection et le traitement de cette obsolescence. Qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, les experts CERMA vous permettent d'anticiper, de prévenir à travers l'expertise et la veille. Donc l'expertise, tout ce qui est conseil, prise en charge, les formations, l'analyse d'obsolescence, les études de pérennité, et la veille aussi, la surveillance quotidienne des articles, le suivi de fabricants, les suivis de fabricants, les alertes en temps réel que vous pouvez avoir, et après de corriger. Donc on peut, en ayant anticipé, en ayant prévenu les problématiques, on résout les problèmes d'obsolescence. Comment? On a certains traitements, on a le stockage évidemment, multi-site. On a la validation d'équivalent, les fameuses form, fit, function, donc les 3 F, l'achat broker, donc ça, Philippe en a parlé. Tout ce qui est screening, upscreening, ça, Bertrand en parlera juste après. Et après, nous, au sein du groupe CERMA, c'est vrai que nous avons aussi toute la partie clonage à travers les ASIC, le redesign et puis tout ce qui est autour de toutes ces problématiques électroniques sur lesquelles nous pouvons vous aider. Je passe la main du coup à Bertrand sur la partie upscreening, screening, upscreening. Bertrand, s'il te plaît. Merci. Effectivement, alors je vais recommencer. Désolé. Désolé pour le raté. Alors je recommence, donc je suis Bertrand Ardouin, je suis le manager de la business unit test électrique au sein de CERMA Technologies. Et je vais vous parler donc des essais dont nous pouvons être en charge et qui sont intéressants pour le sujet qu'on traite aujourd'hui, notamment avec le screening et screening. En premier lieu, le screening, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est ce dont on s'occupe, c'est-à-dire le déverminage de composants, c'est-à-dire détecter les défauts de jeunesse et les supprimer sur des lots de composants en faisant un certain nombre d'essais, de tests électriques, mise en étuve, puis retest dans un deuxième temps. Donc pour des domaines d'activité qui peuvent être un petit peu exigeants comme le spatial, le militaire ou bien l'aéronautique. Dans un deuxième temps, l'upscreening consiste à étendre la gamme dans laquelle on peut utiliser les composants. Ça consiste généralement, par exemple, à tester des composants standards sur des gammes de température étendues, notamment pour tout ce qui est aéronautique. Donc, nous avons en place chez CERMA Technologies toute une activité supply chain aéronautique où on teste un grand nombre de composants chaque année avec l'ensemble de la chaîne qui concerne l'approvisionnement,
les tests électriques en gamme de température étendue et la logistique qui va derrière. Donc tout ça est réalisé en mode production de manière à satisfaire les besoins de nos clients. Donc on traite un grand nombre de composants chaque année, des volumes assez conséquents au vu des activités de nos clients. Donc, généralement des composants qui sont assez stratégiques pour leur production. Et donc on peut traiter des lots qui vont de la centaine de pièces à quelques dizaines de milliers de pièces en fonction des besoins. Voilà. Bon, je pense que sur cet aspect-là, on a fait le tour. Donc, je repasse la main à Florie. Oui, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Échanger avec Christophe, Bertrand et Philippe de ces questions. Une question, par exemple, qui concerne la qualité. Peut-on animer une démarche de management de la qualité avec un broker, un plan d'amélioration, par exemple? Et autre question, Serma, fort de son expérience, a mis en place un classement du type ABC pour sélectionner et classer les brokers référencés. Je vous laisse. Ouais, réponds qui. Oui, allez-y. Philippe va pouvoir répondre. Alors, nous, les brokers, il faut voir que les brokers sont nos clients. Donc, on ne peut pas... je parle de Serma Technologies. On n'achète pas de composants. Alors, il y a une entité, certaines entités achètent des composants dans le groupe Serma, mais nous ne faisons pas de classement et nous n'avons pas de liste de brokers, sachant que aujourd'hui, il n'y a pas la plupart des brokers que vous trouverez en France ou qui sont présents en France je peux dire, c'est des bons brokers entre guillemets, c'est-à-dire que tous ceux qui systématiquement ont pu fournir des pièces, enfin qui n'avaient pas beaucoup de scrupules à livrer des pièces de mauvaise qualité, en fait ont disparu du marché. Aujourd'hui, c'est plutôt quand il y a des problèmes, c'est les fournisseurs des brokers avec qui on travaille qui sont à mettre en doute, et c'est même les fournisseurs des fournisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on perd la trace de l'origine des pièces. C'est là qu'apparaît le problème. Aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire que tous les brokers ont le même taux de réussite, on va dire, parce que certains n'ont pas les mêmes moyens de contrôle, certains n'ont pas le même réseau, n'ont pas la même taille, donc effectivement, les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, si vous vous adressez aux brokers français, aux présents en France, donc tous ne sont pas d'origine française, mais aux revendeurs en France, et même, je dirais, en Italie, en Angleterre, en Espagne, vous avez des brokers avec qui on travaille, qui font attention à ce qu'ils revendent. Je dirais que nous, quand on fait du test, on va chercher au-delà de ces pièces-là, c'est-à-dire que de ces défauts qui seraient détectés. Donc, en fait, on n'a pas affaire à des brokers qui vendent de la mauvaise qualité à la base. C'est simplement qu'il y a un risque, ils ne peuvent pas l'éliminer, ce risque-là. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Donc, nous, on ne fait pas de classement des brokers. En tout cas, on ne pourra pas vous en donner. On peut vous donner quelques noms de brokers avec qui on travaille, qu'on connaît bien, mais on ne vous dira pas celui-ci, il ne faut pas aller le voir. On vous dira peut-être aller voir en premier cela. Voilà, ce sera plutôt notre réponse. Beaucoup de brokers ont leur propre système de qualification de leurs fournisseurs. Donc, c'est comme ça qu'ils vont classer les très fiables, voire donc ceux qui le sont moins. Et en fait, ils choisissent leur source suivant la difficulté à trouver les lots. Bien sûr, ils préfèrent travailler avec des brokers, des fournisseurs fiables, mais quand ils n'ont pas le choix, ils vont tester des lots plus risqués, d'où l'intérêt de faire du test. Donc là, d'ailleurs, beaucoup des brokers nous le disent. Ils nous disent je vous envoie ces pièces, ou je t'envoie ces pièces, mais faut faire attention, ou j'ai un doute. Ou on a vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? On reçoit beaucoup de pré-rapports de tests en fait, sur les lots faits par les brokers, voire même faits par des laboratoires asiatiques. Il y a eu un test déjà réalisé en Asie
et le broker fait venir les pièces ou nous montre les résultats, il nous demande ce qu'on en pense avant de faire venir les pièces. Donc, ils ont eux-mêmes leur classification. Et effectivement, vous avez tout intérêt en tant qu'utilisateur à avoir de bonnes relations avec un broker et effectivement, regardez comment il sélectionne et comment il classe ses fournisseurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. D'autres questions, Philippe? Peut-on exiger chaque fois la trace des composants achetés? Alors, le problème des brokers, c'est qu'en théorie, ils n'ont pas la traçabilité. Alors, il faut savoir qu'ils ont parfois des franchises, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être distributeurs officiels de certains composants, mais en général, c'est assez limité. La majorité des lots qu'ils vont vous vendre ne seront pas traçables officiellement. Alors, ils vont vous donner des éléments, donc c'est intéressant, hein, c'est ça qu'il faut demander, mais ils ne seront pas complètement traçables. Donc, c'est cette partie de flou qu'il faut essayer de maîtriser. Très bien. Une autre question. Quelles sont les obligations ou recommandations lorsqu'on trouve un lot contrefait? Il faut détruire, alerter, qui doit faire quoi? Alors ça, c'est un problème, pour moi en France, qui n'est pas vraiment résolu, même s'il y a de la théorie sur le sujet. En théorie, il faudrait un lot qui a été détecté comme frauduleux. Il faudrait que nous ou le broker qui l'a envoyé, il me l'a envoyé en test, ou l'utilisateur, le bloque, le détruise, le mette en prison. La réalité, c'est qu'en fait, les composants, ils ne nous appartiennent pas, donc on ne peut pas dire on bloque, on n'a aucune autorité pour le faire. Par contre, on écrit clairement dans nos rapports d'expertise que ce lot-là est frauduleux. Donc, disons que le propriétaire est averti, mais nous, on n'en est pas propriétaire et on n'a aucune autorité pour faire ce blocage ou cette élimination du lot. Donc, en fait, en réalité, le lot, il repart souvent, à notre niveau, il repart chez le demandeur du test, en fait, qui est assez souvent le propriétaire. Très bien. Une autre question. Existe-t-il un référentiel des exigences pour la traçabilité et le minimum de contrôle à faire pour éviter la contrefaçon? Alors, il y a des systèmes de normes et de systèmes de sécurisation normatifs des composants. Nous, on s'en inspire, c'est-à-dire qu'on est bien sûr attentif. Vous avez aux États-Unis, vous avez un système de normes, c'est la SAE qui édite ce genre de documents. C'est suite à des problèmes qui sont apparus dans le domaine de la défense américaine, qu'ils ont lancé ce genre de normes. Alors après, il faut savoir qu'il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'on va repartir sur du test classique, avec bien sûr une recherche spécifique sur les risques de la contrefaçon, mais on repart sur des tests classiques qui vont du visuel jusqu'au test fonctionnel électrique. Ils n'ont rien inventé, si ce n'est défini des règles de prélèvement, par exemple. Donc c'est combien de pièces on prélève suivant la taille de l'eau et suivant le risque représenté par ce lot. Donc ça, on peut vous donner quelques normes, quelques numéros de normes qui correspondent à ce type de test. Question de fiabilité, je pense. Y a-t-il une période de garantie pour des composants achetés chez les brokers? Alors oui, il y a des garanties. Parfois, elles sont très courtes. Certains garantissent leurs pièces 1 an, donc ils sont assez sûrs de ce qu'ils vendent. Bon, après, c'est garanti contre un échange, mais tout est possible, sachant que ce sont des pièces qui sont parfois qui peuvent être qualifiées d'occasion parfois. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation, je pense, si ce n'est un engagement en tant que professionnel par rapport à la qualité et surtout par rapport à la contrefaçon. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose une question qui a l'air bien au courant, je pense Michel Chevalier, vous connaissez. Ouais. C'est un guide en cours de réalisation par l'AFNOR, auquel tu participes, Philippe. Oui, CERMA participe, oui, oui, tout à fait. Oui. Tu peux en dire un petit peu là-dessus? Est-ce que tu peux échanger? Alors, à ma connaissance, il est en cours de préparation. Effectivement, alors je sais qu'il y a certains brokers qui participent à des groupes de travail, en tout cas, même s'ils ne sont pas rédacteurs. Et donc, on est en relation, effectivement, avec Michel Chevalier, par exemple, qui fait partie du bureau et qui est très actif dans le groupe AFNOR sur la rédaction de ce document. Voilà. Bon, très bien. On peut en dire plus. On a encore un petit peu de temps, Flori.
la dernière, voilà. Voilà. Quel document recommanderiez-vous pour démontrer la traçabilité des pièces fournies par un broker se fournissant chez un distributeur officiel en Asie, par exemple? Alors, il est possible qu'il ait un certificat de un COC, en fait, provenant de l'Asie. Le problème, c'est que les fournisseurs, donc les gens qui vont approvisionner en Europe, alors que normalement ils ne le devraient pas, vont avoir tendance un petit peu à masquer une partie des informations, en particulier les numéros de lot, par exemple. C'est-à-dire que vous allez, si vous avez déjà acheté des pièces chez des brokers, vous allez peut-être voir que certains numéros de lot ont été retirés. En fait, tout simplement pour pas qu'on puisse remonter à l'origine vraiment des pièces, dans la mesure où, en théorie, ce circuit n'est pas autorisé. C'est-à-dire que ce raccourci Asie-Europe, sans passer par la distribution européenne, n'est pas forcément autorisé et pourrait être en tout cas reproché. Voilà. Donc en fait, le problème chez les brokers, c'est que vous n'aurez pas une traçabilité officielle, sauf dans quelques cas particuliers. Je vois juste Michel Chevalier là, qui fait une remarque sur ERAI. Donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. ERAI, c'est une des organisations, il y en a d'autres, qui permettent de mutualiser les résultats en fait, et les problèmes rencontrés sur les low brokers. Donc d'une façon mondiale, si vous êtes adhérent à ERAI, vous pouvez rechercher sur le net, ERAI Counterfeit, contrefaçon, vous allez trouver un organisme qui est très connu, qui est très utilisé mondialement, et qui centralise tous les résultats qui lui sont remontés sur les problèmes de fiabilité, en partie pas de fiabilité, plutôt de contrefaçon, des lots qui ont été testés. Donc vous pouvez éventuellement vérifier si le lot qu'on essaie de vous vendre, il n'a pas déjà été passé en test, ou s'il n'a pas déjà été identifié comme frauduleux. Très bien. Voilà. Il y a Madame Lafitte qui nous demande ce qu'on va faire quand on doit un retour avéré d'un lot contrefait chez un broker. Est-ce qu'il y a des recours Alors, pure commercial ou... légalement, c'est grave de vendre des pièces contrefaites. Donc en général, si vous leur montrez qu'il y a un problème, en général, ils vous les reprennent. Alors, ce qui se passe parfois, c'est que les résultats des tests sont contestés. Voire des fois, il nous arrivait d'avoir des tests d'un autre labo qui disait l'inverse de ce qu'on disait. Donc là, après, c'est une histoire de bonne volonté, mais sur le fond, c'est quelque chose de répréhensible de vendre de la contrefaçon, même si c'est sans le savoir. Donc, en général, s'ils pensent que c'est la réalité, ils feront tout pour vous dépanner, vous reprendre les pièces, etc. D'autres questions sur le partage des brokers officiels, non officiels, voilà, ces fameux partages de savoir que connaît CERMA. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut partager des noms? On n'en a pas de classification, comme tu as dit, mais oui. Voilà, moi, je préconise de se rapprocher des interlocuteurs commerciaux de chez CERMA pour interagir avec eux. Même au niveau des tarifs, on a une question sur les tarifs, des tests et tout ça. Je préconiserais plutôt de retourner vers la partie commerciale. Et puis après, on interagit avec toi, Philippe, en interaction avec nos clients. Voilà, en fait, sur les brokers, donc comme j'ai évoqué un moment pendant la présentation, on les connaît bien. Les Français et les pays, certains pays proches. On a une idée de leur taux de réussite. Comme je dis, en général, même quand il y a des problèmes, c'est pas volontaire. C'est soit ils ont pris un peu plus de risques, ou ils se sont fait eux-mêmes avoir. Mais par contre, on ne pourra pas. Je ne pourrais pas vous donner une classification en plus de manière publique. Éventuellement, on peut vous donner les noms des brokers avec qui on travaille, qu'on connaît, qui sont fiables. Voilà ce qu'on peut faire. Et pour tout ce qui est test, effectivement, si vous prenez contact avec nous, on montrera un petit peu ce qu'on peut faire, les différents niveaux, et puis les coûts des tests et les délais. On a une question sur le stockage. Il y a une question sur le fait comment s'assurer que le stockage a été bien fait, s'ils ont été bien manipulés, dans les conditions SD qui vont bien. Comment s'assurer de tout ça? Alors en fait, c'est vraiment une des choses qu'on vérifie systématiquement quand on fait du test. C'est en plus des problèmes de fraude, c'est aussi l'état du composant. Alors effectivement, et c'est là qu'en fait, parfois on fait des tests un petit peu plus poussés. Pour résumer les tests, si on fait un visuel, une radiographie, déjà, on a une idée de est-ce que c'est homogène, est-ce que le lot a été correctement manipulé ou pas.
Ensuite, on peut aller un peu plus loin en faisant des tests comme de la microscopie acoustique ou du test électrique pour vérifier s'il n'y a pas de dégradation interne au boîtier, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième niveau de test qui permet d'aller un peu plus loin. Surtout, si vous voulez stocker des pièces sur une longue période, des boîtiers plastiques, il vaut mieux faire ce genre de test, aller un peu plus loin. Test de mouillabilité, on vérifie si le revêtement des broches est en bon état, puisque ça, c'est un point très important. Et donc ça, c'est des points qu'on vérifie systématiquement. Même sur un test basique, hein, c'est les points qu'on regarde. Une question aussi sur le fait de demander à un broker un échantillon pour analyse. Alors ça se fait. Ouais. Ça se fait, voilà, mais là, tout dépend la bonne volonté, la valeur du lot. Hein, si c'est quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, il ne fera peut-être pas l'effort, mais effectivement, sur des lots qui ont beaucoup de valeur, difficiles à trouver, effectivement, on reçoit parfois des échantillons. Mais ça, il faut que le fournisseur qui détient le stock, hein, donc souvent on s'éloigne de la France, hein, pour pas vous cacher, c'est pas forcément facile hein, d'obtenir des pièces d'échantillons. Est-ce que les clients sont à même de demander des tests spécifiques au broker ou au laboratoire qui est désigné par le broker avec un cahier des charges écrit? Chacun peut écrire son cahier des charges. Est-ce qu'on a la référentielle de base et après, le client peut avoir une exigence supérieure au référentiel? Oui, alors en fait, on a parmi nos clients, on a des très gros utilisateurs finaux. Donc on travaille beaucoup pour l'aéronautique, par exemple, le ferroviaire, l'énergie, etc. Donc ce sont souvent des entités qui ont leur propre procédure de contrôle pour les pièces issues de l'origine broker. Donc là, on suit le déroulé prévu par notre client. Pour des utilisateurs qui n'ont pas de procédure, qui n'ont pas l'habitude, on propose donc plusieurs niveaux de tests hein, qui peuvent aller du test très basique à des tests très poussés, donc jusqu'à un app screening, hein, par exemple. Donc là, c'est ouvert et on est aussi, si le client veut un test spécifique, si ce n'est mesurer un paramètre électrique à telle température, on le rajoute dans le flow, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de limite au test, si ce n'est le temps que ça prend et le coût, hein, bien sûr. Une question, on est bientôt arrivé à la fin, une question concernant le prélèvement. Comment on fait les prélèvements? Quelle est la façon de faire les prélèvements des composants de manière à vérifier un lot complet? Alors, c'est là qu'il faut être effectivement attentif et avoir en tête. Hein, pas se mettre dans la tête de quelqu'un qui veut frauder, mais il y a des principes de base. Hein, c'est faire des prélèvements. On a des règles de prélèvement suivant les tailles de l'eau, hein, puis suivant le temps qu'on veut passer au test. Hein. Donc, on a une quantité donnée de pièces à prélever par rapport à la taille de l'eau, qu'on va essayer de répartir au mieux. Alors, sur les conditionnements, donc les conditionnements, c'est par exemple les dry packs. Hein, si on reçoit 10 dry packs, on va répartir sur différents dry packs. Et au sein d'un même dry pack ou d'un emballage, on va pas prendre les pièces au même endroit. C'est-à-dire qu'on va prendre sur les plateaux, on va prendre sur différents plateaux. Sur les bandes, on va pas prélever forcément au milieu des bandes, parce que ça pose quand même des problèmes. Par contre, on va balayer visuellement sous bino. Hein, on déroule les bandes. Hein, on va balayer. Et par contre, on va par exemple prélever au début et à la fin. Donc, il faut bien répartir, sachant qu'on ne fait rarement du test à 100%, parce que ça serait très coûteux, très long. Mais ça marche assez bien. Hein, le prélèvement, c'est assez fiable. Hein, on arrive à faire des choses qui soient très représentatives des pièces qu'on a entre les mains. Ok. Aujourd'hui, quand un lot est dit KO, est-ce que c'est le choix de CERMA? Est-ce que derrière, le client final peut accepter ce lot-là? Est-ce qu'il y a un choix à faire en fonction des criticités du test et de la fonction qu'on peut en utiliser des composants? Oui, alors, déjà, il faut différencier les problèmes de contrefaçon, qui légalement sont difficiles à justifier. Hein. Utiliser un composant qui a été ne serait-ce que remarqué, c'est une prise de responsabilité quand même qui est importante, hein, surtout sur certaines applications. Donc, en fait, certains de nos clients, donc suivant les domaines dans lesquels ils travaillent, hein, l'eau falsifiée, contrefait est forcément rejetée. Quand il s'agit de défauts mineurs, en particulier liés à la manipulation ou au stockage, là, on peut faire du tri, on peut nettoyer, on peut redresser, on peut réétamer. Donc, il y a des choses simples, hein, on ne va pas se lancer dans des réparations compliquées, mais on peut, des défauts
qui sont réparables ou sur des pièces que l'on peut reconditionner, ben, voilà, on peut accepter des pièces après traitement. Voilà. Ok. Merci Philippe. Oui, je reprends la main. Oui, bien, merci à tous. On va mettre fin au webinaire. Merci de vos interactions, de vos questions et de votre participation. Les questions ont été nombreuses. On vous invite à nous les communiquer par mail si vous souhaitez avoir si vous souhaitez approfondir ces éléments avec nos équipes d'experts et commerciales. Donc, notre mail s'affiche ici, contact-st@serma.com. Encore merci à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt pour d'autres sujets de webinaire. Au revoir.